bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire, les apprends mais comment. Avant de démarrer, si tu peux s'il te plaît accepter Camillo. Avant de démarrer, je voudrais nous présenter Camillo Rodriguez, Olga Dudko, Machine Learning Lab, un cabinet de conseil de formation en intelligence artificielle. Si tu peux passer, s'il te plaît, les slides. Merci Camillo. Alors, donc Olga Dudko, Camillo Rodriguez, Machine Learning Lab, un cabinet de conseil de formation en intelligence artificielle. Alors, chez Machine Learning Lab, nous sommes convaincus que tout le monde peut parler intelligence artificielle, parler IA. Et pour nous, parler intelligence artificielle, c'est plus que savoir prompter ou utiliser l'IA génératif. C'est comprendre que l'IA générative, ce n'est qu'un petit élément, un petit aspect de l'intelligence artificielle. C'est surtout d'acquérir un regard critique sur les nouvelles technologies et savoir détecter des opportunités afin de devenir une actrice, un acteur de cette révolution digitale. Et donc aujourd'hui, on a préparé un webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires qu'on appelle Parler IA. Et l'objectif de cette série de webinaires, c'est justement vous donner des clés pour maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, ce webinaire, il sera enregistré et vous allez recevoir le lien et le replay et toutes les informations, la présentation demain matin. Vous pouvez poser des questions quand vous voulez à la fin du webinaire ou tout au long du webinaire. Vous pouvez écrire dans le chat qui se trouve à droite ou bien vous pouvez débloquer vos micros et parler avec nous. Donc, nos webinaires sont interactifs. Donc, n'hésitez pas à participer, à partager vos remarques, vos commentaires ou poser des questions. À toi, Camillo. Oui, juste une petite précision qu'il faut faire, c'est que je viens de vous rajouter en tant qu'organisateur, parce que comme ça, vous avez les droits d'écrire dans les chats et même de débloquer les microphones. Par contre, n'arrêtez pas la réunion, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est embêtant pour tout le monde. Du coup, voilà, on va commencer. La seule chose aussi, c'est chercher, comme Olga l'a dit, cette réunion, elle est enregistrée. Et du coup, bonjour Alix, merci de nous avoir rejoints. Et du coup, ce webinaire, il est enregistré. Du coup, si vous ne voulez pas que votre tête elle apparaisse, du coup, fermez-la. Maintenant, nous, si vous voulez ou si vous avez un problème avec ça, vous pouvez nous contacter et on verra ce qu'on peut faire. Du coup, voilà. Alors, on va commencer au programme aujourd'hui. Pourquoi faire une IA? Ça, c'est les premiers points. Pourquoi faire une IA? Olga, tu peux rajouter les gens en tant que co-organisateur? Je m'en occupe, t'inquiète pas. OK. Et du coup, parce que là, il faut qu'elle puisse poser des questions. Alors, pourquoi faire une IA? Comment faire une IA? Le machine learning, l'apprentissage continu, et à quoi sert le machine learning. Donc, c'est un peu les grandes thématiques de ces webinaires qui est assez intéressant et j'espère que ça va vous plaire. Alors, du coup, on va commencer par pourquoi faire une IA. Alors, on fait une IA pour beaucoup de choses, mais moi, je vais donner un exemple, c'est l'exemple d'un supermarché. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un supermarché qui s'appelle Les Champions au Togo. J'ai eu l'opportunité d'aller l'année dernière. Et c'était intéressant parce que j'ai vu comment est-ce qu'ils font les choses. Alors, comment est-ce qu'ils font la vente des produits dans ces supermarchés? La plupart des supermarchés, ils vendent avec un QR code. Les QR codes, c'est une façon hyper intéressante, hyper intelligente d'automatiser les stocks. On sait quels produits on a vendus, quels produits sont en stock, quels produits ne sont pas en stock, et c'est vraiment sympa. Maintenant, les problèmes des QR codes, c'est qu'on ne peut pas les imprimer sur tous les produits, notamment les fruits et les légumes. Les viandes, les poissons, des choses comme ça, on ne peut pas forcément, au moins qu'on les vende et qu'on pré-enregistre les points, on ne peut pas les faire. Alors, aux Champions, les supermarchés dont je vous parle, ils avaient un système qui était très intéressant pour vendre ces fruits et légumes. C'était un système qui avait besoin de plusieurs éléments. Déjà, une personne, un employé de supermarché avec un t-shirt rouge qui prenait les produits que la bonne femme lui donnait, il les mettait dans un sac en plastique, les fermait, les pesait, il sortait un cahier avec les codes prix qu'il y avait pour la semaine, une calculatrice pour calculer, et après, avec une petite étiquette et un stylo, il mettait les prix sur l'étiquette. Et il donnait ça pour que la personne elle passe en caisse. Alors ça, c'est les systèmes pour qu'on puisse calculer combien ça coûte 1 kilo ou 3 kilos de pommes ou des bananes, etc. Le problème, c'est que vous vous êtes dit, c'est un travail qui est extrêmement manuel. C'est-à-dire que cet employé-là, il faut qu'il soit là, et il faut qu'il soit là dédié à cette tâche. Au moins qu'il n'y ait personne et du coup, il peut faire autre chose. Alors, nous, dans les supermarchés en France, on a essayé de faire un peu plus automatique. Et nous, on a les fameuses caisses automatiques.
Sauf que les caisses automatiques, oui, elles remplacent l'impression de l'étiquette et les calculs du prix, mais si vous faites bien attention, dans vos supermarchés ici en France, vous voyez que souvent, on a en fait toujours un employé qui revient. Parce que vous voyez, chez Monoprix, par exemple, à Monoprix à côté de chez moi, il y a ces caisses, mais ces caisses-là, souvent, je vois une fois tous les quelques mois, il y a une personne qui vient, un employé du magasin qui vient, et il revient, et il revient. Et en fait, pourquoi il revient? C'est parce qu'en fait, les gens, ils peuvent se tromper, tout simplement. Les gens, ils peuvent se tromper, ils faire bien ou faire mal. Ils peuvent potentiellement aussi se tromper parce que, ou vouloir vraiment voler des produits. On peut se dire que ça peut être anecdotique, mais le problème, c'est qu'un euro, une personne qui se trompe de 1 euro vers les bas, par jour, par supermarché, du coup, une personne par jour, c'est 365 euros par année, par supermarché. Et si vous multipliez ça par 2000 supermarchés Carrefour qu'il peut y avoir en France, vous êtes déjà en train de parler des millions d'euros. Du coup, c'est une question économique. Les supermarchés, ils ont intérêt de faire un contrôle de ces produits, de ces fruits et de ces légumes qu'ils vendent. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que soit faire confiance à l'utilisateur et dire, bon, bah, tant pis s'il se trompe, soit donner la responsabilité à l'employé et faire ça. Alors, il y a certains supermarchés qui se posent la question, est-ce qu'on ne peut pas les faire avec une caméra? Du coup, justement, qu'il y ait une intelligence artificielle qui soit capable de faire la différence entre les fruits et la légume qui est PC. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la classification. Et c'est le type de logiciel qu'on fait. Alors, je vais vous expliquer comment on fait un logiciel de classification des fruits. Mais un logiciel de classification des fruits, comme tout logiciel, ça ne se fait pas de zéro. C'est-à-dire qu'un logiciel de classification des fruits, avant qu'il sache reconnaître une banane d'un poivron, d'un oignon, d'une carotte, il va falloir qu'il fasse déjà reconnaître si à gauche, c'est une pomme, et à droite, ce n'est pas une pomme. C'est-à-dire que même avant de se dire c'est pomme ou banane ou poire ou ananas, déjà, vous allez voir que ce n'est pas si simple de savoir si un logiciel, si un objet est une pomme ou n'est pas une pomme. Alors, quand je pose cette question dans les cours, et que là, vous n'allez pas forcément me couper la parole, mais les gens ils commencent à me dire, je pose la question, comment on fait un logiciel qui soit capable de reconnaître qu'à gauche, c'est une pomme, à droite, c'est une banane? Alors, les gens ils commencent à me dire, bah, c'est simple, la couleur. La couleur, elle est rouge, et puis la forme, elle est ronde. Alors, moi, je vais faire ce qu'on appelle une fonction, un algorithme, si vous voulez l'appeler une intelligence artificielle, parce que finalement, vous êtes en train de prendre cette intelligence artificielle de la personne et la mettre en règle informatique. Du coup, j'ai fait une fonction. Est-ce que cette image est une pomme? Et si oui, est-ce que la couleur, elle est rouge? Et si oui, dans ces cas-là, je rentre dans une deuxième condition. Est-ce que la forme, elle est ronde? Et il faut que je fasse les deux conditions pour que la pomme soit reconnue comme pomme. Si une des conditions n'est pas remplie, ce n'est pas une pomme. Alors, je peux dire que ça, c'est une bonne façon de faire. Et du coup, c'est une première version de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que dès sa conception, ça a marché au premier coup. Et alors, au deuxième coup, ça n'a pas marché. Parce que là, vous voyez bien, c'est rouge, c'est rond, ce n'est pas une pomme. Alors, d'habitude, j'ai fait, c'est plus interactif. Là, je vois qu'il est tête avec les caméras éteintes. Mais normalement, quand je pose la question, quoi faire à notre logiciel, quoi rajouter comme condition, les gens me disent, on va rajouter s'il y a une tige ou il n'y a pas de tige. OK? Si c'est rouge, si c'est rond, s'il y a une tige, c'est une pomme. Et alors là, ça remplit toutes les conditions. C'est rouge, c'est rond, il y a une tige. Du coup, vous vous dites peut-être la taille. Du coup, c'est peut-être que la taille qu'elle est différente. Rouge, rond, tige, taille. Et alors là et là. C'est bien d'accord avec moi qu'une pomme, elle peut être rouge, elle peut être jaune, elle peut être verte, elle peut être marron, elle peut être rose, elle peut même être blanche. Si la pomme, elle est coupée, elle est blanche. Alors, certainement, on ne va pas se mettre à vendre des pommes coupées au Carrefour, mais c'est juste pour l'exercice intellectuel que vous voyez que ça, vous êtes en capacité à reconnaître qu'une pomme est une pomme, peu importe si elle est coupée. Et quand je dis que vraiment, une pomme, elle n'a même pas besoin d'être très ronde. Si je vous montre ça, vous savez faire la classification visuelle, que ça, c'est une pomme. Du coup, en fait, le problème de faire une classification avec un objet aussi simple, une pomme et une pas pomme, c'est que vous voyez que c'est très, très, très compliqué à mettre en règle informatique. On peut essayer de faire des conditions, imbriquer dans des conditions, imbriquer dans des conditions.
Mais le problème, c'est que vous allez finalement avoir un logiciel qui est très illisible, c'est très difficile, et ça prend beaucoup de temps à faire, et vous avez besoin de vraiment beaucoup galérer pour faire ces logiciels. Je pose la question, quand je suis en formation, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ou pas? Et du coup, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que quelqu'un veut me dire comment est-ce qu'on peut faire un logiciel qui sache qu'à droite, c'est une pomme et à gauche, ce n'est pas une pomme? Alors, si vous avez tous les droits d'allumer le microphone, là, j'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse. Qui veut parler? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire un logiciel? Comment est-ce qu'on peut faire un logiciel qui sache qu'une pomme, c'est une pomme visuellement et que... Oui, Est-ce qu'on peut lui donner bonjour, est-ce qu'on peut lui donner une sorte de banque d'images, en fait, de données, pour lui apprendre Et du coup, on prend beaucoup de données, d'images, des données, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces images? Ça, je ne sais pas. On va faire quelque chose, vous êtes d'accord? On va faire quelque chose, on va trouver statistiquement qu'est-ce que c'est qu'une pomme et qu'est-ce que n'est pas une pomme. Quels sont les pixels qui font que la photo soit pomme? Quels sont les pixels qui font que la photo soit pas pomme? Alix, quand j'ai fait cette formation dans les écoles, vous gagnez un bon point. Parce que vous avez découvert intuitivement ce qui s'appelle le machine learning. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom? Effectivement, c'est quand on donne un gros... Machine learning, quand on entraîne. Exactement. Machine learning, en français, on l'appelle aussi apprentissage automatique. En anglais, on dit machine learning. On utilise plus machine learning qu'apprentissage automatique, mais c'est exactement ça. C'est une façon différente de faire des logiciels. C'est-à-dire que la façon classique de faire des logiciels, c'est que vous écrivez des règles. En développement classique, vous faites des règles qui sortent de votre tête. Vous écrivez ce qu'on appelle une logique. Et cette logique-là, une fois qu'elle a été écrite, une fois que votre logiciel il est fait, il y a des données qui vont passer par cette logique, ça va les mouliner, ça va donner un résultat. Et machine learning, c'est une façon de concevoir des logiciels, mais autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire la logique, on va partir des données. Ce sont ces données-là qui vont nous permettre de trouver la logique. Cette étape-là, ça s'appelle entraîner un modèle de machine learning. Vous allez les voir, je vais les faire tout à l'heure. On va entraîner un modèle de machine learning. Et pourquoi on l'entraîne? Pour que justement, une fois que ce soit entraîné, je puisse lui passer des nouvelles données, que ces modèles de machine learning les moulinent, et ça va me donner des résultats. C'est ça ce qu'on appelle entraîner un modèle de machine learning. Alors, les machine learning, ça sert, c'est sympa de les voir avec une présentation PowerPoint, mais la meilleure façon, c'est de les faire. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un logiciel de machine learning. Alors, je vais entraîner un modèle de machine learning, je vais vous montrer comment faire, et ça, c'est 5 codes, parce que j'ai développé un petit outil sur mon site web qui est disponible à tout le monde, qui est inspiré de ce que d'autres ont fait. Hein. Mais moi, c'est moi qui l'ai fait. Si vous allez sur mon site web, notre site web avec mlab.ai, vous allez sur la rubrique ressources, et dans la rubrique ressources, vous allez sur machine learning no code. Entraîner une IA à reconnaître vos images. Du coup, je vais vous montrer, c'est un outil que j'ai fait. Ça prend un tout petit peu de temps la première fois que vous lancez les navigateurs parce qu'il est en train de mettre en mémoire ce qu'on appelle des modèles pré-entraînés. Ça, c'est un détail technique. Et du coup, là, il va une fois que ça va finir le spinner, là, il est prêt à l'utilisation. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter, ça se passe en 3 étapes. Créer les classes, entraîner le modèle de machine learning et l'utiliser pour classifier les images. Donc, on va petit à petit. La première chose, c'est rajouter des classes. Donc là, vous voyez que je peux faire toutes les classes. Si je suis en train de faire des classificateurs des fruits, je peux faire une qui s'appelle pomme, une qui s'appelle banane, une qui s'appelle fraise. Et vous voyez que je peux aller jusqu'à l'infini. Je peux rajouter autant de classes que je veux. Alors maintenant, on ne va pas faire toutes ces classes, on va faire 2. On va faire pomme et on va faire pas pomme, juste parce que c'est plus simple pour expliquer. Mais on pourrait faire 3, 4, 10 classes. Alors maintenant, il me faut des classes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser avec la webcam. Du coup, je vais arrêter ma webcam ici et je vais l'allumer ici. Du coup, je vais uploader. Là, vous me voyez encore. Et du coup, il se trouve que j'ai des images. J'ai une image d'une pomme. Et du coup, là, je peux faire dire capture image. Du coup, là, j'ai une première image de la pomme. Mais ça ne suffit pas. Moi, je vais tourner ma pomme. Et je vais la tourner encore. Et je vais la tourner encore. Et je vais la tourner. Pourquoi je suis en train de faire ça, Alix, à votre avis? Pour qu'il n'y ait pas juste une apparence, en fait, que ce ne soit pas un modèle qui va se passer toujours comme ça. Ça peut être
Exactement, différentes parce manières. que la pomme, elle peut être de différents angles, différentes lumières, différentes façons. Ouais. Donc, justement, ce que je suis en train de faire, c'est un dataset, parce que ça s'appelle un jeu de données, un dataset, qui soit le plus hétérogène possible. Alors, pour ça, j'ai une autre pomme, parce que vous êtes d'accord que avoir une pomme, c'est bien dans toutes ces positions. Avoir une deuxième pomme, c'est encore mieux. Alors, celle-là, elle a l'avantage que ma fille, elle pensait que c'est vrai. Vous voyez qu'elle a mordu la pomme. C'est une pomme en plastique que j'utilise pour mes démos. Elle a pensé que c'est vrai. Peu importe. Alors là, je vais prendre la photo et vous voyez que je suis en train de faire encore une autre, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Je suis en train d'éloigner, je suis en train de faire ça. Et du coup, là, vous êtes d'accord avec moi? Plus j'ai des plombs, mieux c'est. J'ai une troisième pomme, Alix. Est-ce que je l'utilise? On a dit plus, on a des pommes. Oui. Oui. Je pense qu'il y a un piège, mais oui. Je veux dire oui, mais non. Je veux dire non, on ne va pas l'utiliser. Pourquoi je ne vais pas l'utiliser à votre avis? Je vais faire exprès de ne pas l'utiliser. À votre avis, pourquoi? Je vais la Vous mettre voulez de côté. écarter. Vous Je vais la voulez mettre écarter de quelque côté. chose. Non, je vais la mettre de côté pour tester après. Ah. Quand vous savez, un dataset, c'est bien d'avoir des images d'entraînement que vous utilisez pour entraîner les modèles. C'est bien d'avoir des images de tests pour tester les modèles. Si vous ne laissez pas des modèles, des données, des tests à côté, vous êtes dans l'incapacité de savoir si votre modèle il est bon ou il n'est pas bon. Du coup, c'est important quand on a un dataset d'avoir des images d'entraînement et des images de tests. Alors là, je vais uploader avec des pommes. Vous voyez que j'ai un dossier avec des images déjà, mais j'ai toujours un dossier qui s'appelle train, un dossier qui s'appelle test. Du coup, je vais prendre les dossiers train. Vous voyez que j'ai plein de photos de plein de variétés différentes. Il y a la Golden Delicious, la Granny Smith, la Pink Lady, et enfin la Red Delicious. Et du coup, la pomme, elle est seule, la pomme, elle est à table, la pomme, elle est même sur l'arbre. Du coup, plus j'ai des photos, mieux c'est. Donc, j'ai tout simplement envoyé toutes ces images-là. Et là, vous voyez, mes images, elles ont été rajoutées à toutes les images que j'avais là. Alors, je vais faire la même chose avec les papommes. Du coup, je vais uploader des images. Alors, pareil pour les papommes, j'ai déjà pris un dataset qui a des images de test, qu'on verra après, mais j'ai surtout des images de train. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi dans cet exemple? De mettre des bananes, des cerises, des poires et de l'ananas. Du coup, je vais prendre tous ces trucs-là et je vais lui envoyer. Et là, vous voyez, j'ai plein d'images de pommes, j'ai plein d'images de pas pommes. Je pourrais ajouter d'autres classes, mais on va faire juste avec ces deux-là. Du coup, je peux considérer que mon dataset, il est complet. Alors maintenant, on va passer à l'étape d'entraîner un modèle de machine learning. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette formation, de ces webinaires. Mais en fait, un ingénieur en modèle, en machine learning, il a accès à plein de petits boutons et plein de petits paramètres. Du coup, il y a ce qu'on appelle les nombres d'époques. C'est-à-dire combien de fois je vais faire des tours de passe avec toutes ces images-là. Il y a les batch size, c'est-à-dire que je vais prendre des groupes de 5 par 5 images, mais je pourrais dire que c'est 6 ou que c'est 7. Il y a des stratégies d'initialisation des poids. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a plein de trucs. Il y a ce qu'on appelle les taux d'apprentissage, learning rate. Il y a le learning rate decay. Il y a ce qu'on appelle les dropout. Il y a la régularisation, les taux de régularisation, les taux d'optimisation, et il y a aussi ce qu'on appelle des neurones. C'est-à-dire que je peux rajouter des neurones. Les neurones, c'est ni plus ni moins que des unités de calcul. Et chaque unité de calcul, elle va avoir ce qu'on appelle une fonction d'activation. Ne vous inquiétez pas si tout ça vous semble compliqué, ce n'est pas le but de cette formation. Là, j'ai rentré dans ce qu'on appelle le deep learning. Et le deep learning, c'est tous les petits boutons qu'il y a derrière. On fait un modèle de machine learning. Pensez qu'un modèle de machine learning, c'est qu'on fait une recette de cuisine. On a besoin d'ingrédients. Déjà, la recette, c'est une classe, spécification, les ingrédients, et on a plein d'épices, plein de petites épices, plein de savoir est-ce que j'ai fait à la poêle, est-ce que j'ai fait à la vapeur, est-ce que j'ai fait avec du sel, est-ce que j'ai fait avec du paprika, et tout ça, on ne va pas forcément toucher, parce que mais je les laisse dans les modèles pour que vous voyez qu'il y a plein de choses. Et enfin, je peux entraîner mon modèle. Alors là, je vais lancer mon entraînement. Du coup, lancer un entraînement de modèles de machine learning, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors là, dans cette solution que j'ai faite, toute la puissance du calcul se passe dans mon navigateur. Toute la puissance du calcul est en train de faire dans les navigateurs. Il n'y a rien qui est envoyé dans mes serveurs.
Du coup, ça prend un tout petit peu plus de temps. C'est-à-dire qu'entraîner un modèle de machine learning, c'est quelque chose d'énergivore. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on fait une fois toutes les semaines, une fois tous les mois. Ça prend du temps. Ça demande des ressources. Et quand vous avez un grand projet de machine learning avec de la big data, il y a une facture derrière d'électricité qu'il faut payer parce que vous savez entraîner un modèle. Du coup, vous imaginez bien, dès qu'il y a une facture, c'est quelque chose, on se pose la question, quand les faire, comment les faire, etc. Là, ça a lancé l'entraînement. Il est en train de faire 12 epochs. Et à chaque fois, on a ce qu'on appelle l'erreur. Il est en train de descendre. Ça y est, c'est complet. Du coup, l'entraînement du modèle, il a pris une trentaine, une quarantaine de secondes. Je donne la possibilité. Alors, cette partie, elle est un peu expérimentale. Je n'ai pas encore fini. Il peut y avoir des bugs dans mon site, mais je suis en train d'améliorer les sites. C'est juste que je l'ai fait en mon temps libre. Vous pouvez télécharger les modèles. Parce que ces modèles, ils vous appartiennent. C'est vous qui avez fait cette IA. C'est votre IA. Et moi, je ne veux pas prendre les commissions sur ces sites web pour la faire. Du coup, vous pouvez télécharger les modèles. Et du coup, si vous téléchargez les modèles, bah, magnifique, vous avez un modèle et votre modèle, il est à vous. Et votre modèle, vous pouvez l'utiliser. Là, je viens de télécharger dans la partie Downloads. Il est là. Du coup, c'est un fichier, ce qu'on appelle JSON, avec un fichier weights. Du coup, ces deux fichiers, c'est votre intelligence artificielle, c'est votre modèle de machine learning. Il est à vous, il vous appartient. Et alors, ces modèles-là, qu'est-ce que vous faites de ça? Bah, c'est génial. Vous pouvez déjà l'utiliser dans les sites web, il est déjà pré-loadé pour que vous puissiez faire avec, alors soit avec la webcam, alors là, vous allez voir que je vais faire la webcam. Et là, si je me mets comme ça, alors il pense que je suis pas pomme. Mais du coup, là, si je fais ça, il dit que c'est une pomme. Et du coup, c'est effectivement, c'est parce que ça ressemble à ces images-là, vous voyez? Et là, si je mets là, pour le coup, il a dit que je ne suis pas une pomme. Là, ce n'est pas une pomme. Et là, c'est une pomme. Alors, je ne fais pas les tests avec la webcam. Je fais les tests de toute façon avec des images, parce que comme ça, je vais pouvoir utiliser les images de test pour tester et calculer l'erreur. Combien de fois il se trompe. Du coup, là, par exemple, celle-là, il va me dire à 100% c'est une pomme. Il ne s'est pas trompé. Je vais faire les tests plusieurs fois. Je vais les faire avec cette image-là. Combien? Est-ce que c'est une pomme? Ce n'est pas une pomme. C'est une pomme. Est-ce que ça, c'est une pomme? Ce n'est pas une pomme. Et du coup, il va les faire. Et au bout d'un moment, je peux faire des tests. Et le fait de faire des tests, il va me permettre justement de calculer l'erreur. Alors là, malheureusement, je n'ai pas eu d'exemple dans lequel il y a l'erreur, mais je vais voir si je peux en avoir. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, malheureusement, mais je voulais vous montrer. N'empêche que je peux les tester avec les PAPOM. Du coup, dans les PAPOM, j'avais laissé un dossier de tests de côté, et là, j'envoie, et il me dit, bah, c'est une banane à 100%. Cette photo de cette banane, elle n'était pas dans les datasets. Alors, je peux faire avec la cerise. Qu'est-ce que c'est? Là, elle va me dire, c'est une cerise, ce n'est pas pomme. Donc, effectivement, parce qu'on l'avait dans les cerises. On va voir si cette tomate, alors cette tomate, elle se trompe. Vous voyez? Et c'est très intéressant que cette tomate, elle se trompe, parce que là, vous voyez que l'intelligence artificielle, les modèles de machine learning, ils sont tous une marge d'erreur. Ils vont toujours se tromper. Parce que ça part sur des bases statistiques et que vous ne pouvez pas mettre infini données. Il y aura toujours des cas dans lesquels il va se tromper. Alors, tout à l'heure, on va venir sur ChatGPT et les agents conversationnels parce que ça part sur les mêmes principes. C'est pour ça que les logiciels d'IA modernes, comme ChatGPT, tout ça, ils disent qu'ils font de l'erreur. Ils font des hallucinations aussi, entre autres. Et tout ça, c'est parce qu'il y aura toujours un moment dans lequel les modèles vont se tromper. Alors maintenant, évidemment, les jobs d'une personne en machine learning, d'un ingénieur qui fait ce type de logiciel, c'est essayer de réduire la marge d'erreur les plus possible, que ce soit les plus petits possibles. Mais voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est que les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels. On part des données, on entraîne un modèle. Entraîner un modèle, c'est justement regarder demander à la machine de regarder quels sont les pixels qui font qu'une pomme soit une pomme. Et une fois qu'on a entraîné ces modèles, enfin, finalement, l'utiliser pour faire des prédictions. Et ça s'appelle mettre un modèle de machine learning en production et on fait des inférences, on fait des prédictions. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Alors, si j'ai sur les supermarchés, vous avez vu que j'ai utilisé des données pour entraîner un modèle de machine learning que j'ai mis dans une caméra. Mais alors, si cette caméra, elle est utilisée pour dire ça, c'est une pomme, et ça, ce n'est pas une pomme. Alors, est-ce que ce ne serait pas un peu bête de ne pas profiter que les utilisateurs ils sont en train d'utiliser mon modèle de machine learning pour prendre des images? Qu'est-ce que vous pensez, Alix? Je prends une photo de cette pomme et je la répatrie dans mon serveur. Je prends une photo de ça et je la répatrie à mon serveur et une fois toutes les semaines, je lance l'entraînement.
Évidemment, j'ai fait un tri. Visuellement, m'assurer qu'il n'y a pas de bêtises, qu'il n'y a pas un utilisateur qui a mis un téléphone portable ou des choses comme ça. Il faut que je fasse un tri. Et du coup, je peux réalimenter, le fait d'avoir un modèle de machine learning dans la nature, ça peut me permettre d'avoir plus de données pour collecter et pour réentraîner les modèles. Malin ou pas malin? Qu'est-ce que vous pensez, Alix? Je vous interroge parce que vous êtes la seule qui avait la caméra ouverte. Vous êtes ma cobaye, désolé. Qu'est-ce que vous pensez? C'est malin, c'est pas malin? Oui, c'est malin. Comment ça s'appelle? Ça nourrit Ça s'appelle l'apprentissage continu. Quand on parle que les machines, elles s'apprennent toutes seules, c'est faux. Une machine, elle n'apprend pas toute seule. Mais en fait, qu'est-ce qui est derrière? C'est que les ingénieurs qui font ce type de logiciels, ils ont mis en place des stratégies de collecte de données pour réalimenter les modèles. Et c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle l'apprentissage continu. Alors, quand les gens disent plus vous utilisez ChatGPT, plus ça apprend. Alors, c'est pas faux. C'est-à-dire que, par contre, c'est pas automatique. Je vous garantis, les ingénieurs d'OpenAI, ils vont pas entraîner les modèles déjà en temps réel, parce que c'est beaucoup, ça coûte beaucoup trop cher et surtout, ils vont pas, c'est pas seulement question des coûts. C'est pas parce que vous avez mis les présidents de France, il s'appelle Vladimir Poutine, et vous mettez ça, que les modèles, il va apprendre. Et ça, il faudrait déjà que, imaginez-vous que les concurrents des ChatGPT, ils veulent polluer les modèles. Du coup, ils vont mettre des robots à faire ça. Les ingénieurs derrière, il faut qu'ils se protègent. Il faut qu'ils se protègent et qu'il n'y a pas de poubelles et qu'il n'y a pas de fausses informations qui sont données. Du coup, en fait, tout ça, l'apprentissage continu, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on ne va pas les laisser en façon pilote automatique. Parce que sinon, en fait, finalement, si on donne aux utilisateurs la possibilité vraiment de réalimenter les trucs sans avoir de regard critique, on va avoir des modèles qui sont mauvais. On va avoir des modèles qui sont de mauvaise qualité. Il y a quelques années, il y a eu une grosse controverse parce que justement, il y avait Microsoft avait publié un chatbot sur Twitter et il avait mis des places des collègues d'apprentissage continu avec tout ce que les utilisateurs ils faisaient. En moins d'une heure, c'est devenu raciste et c'est devenu antisémite. Et c'était horrible parce que les gens sur Internet, ils s'expriment n'importe comment. Et du coup, si on ne fait pas attention, en fait, finalement, on a un produit qui n'est pas de bonne qualité. Du coup, l'apprentissage continu, c'est comment les machines s'apprennent, mais surtout, comment les ingénieurs collectent des données pour améliorer les modèles. Par contre, on ne va jamais faire de l'apprentissage continu automatique 100%. Il faut quand même faire un tri, il faut quand même voir qu'est-ce qu'on réinjecte dans les modèles, sinon on risque d'avoir un produit de mauvaise qualité et on ne se rend même pas compte pourquoi. Alors, si vous avez compris qu'on peut faire des classifications des pommes ou des pas pommes, vous comprenez qu'on peut faire des classifications de n'importe quoi et n'importe quoi. Je peux faire une photo et dire est-ce que c'est un cancer, est-ce que ce n'est pas un cancer. Et là, vous n'avez pas un classificateur des pommes pas pommes, vous avez un classificateur carrément des cancers pour les médicales. Les principes, c'est les mêmes, parce que pour une machine, pour un ordinateur, une image des pommes ou une image des cancers, c'est juste une collection de pixels. Et du coup, là, c'est pas qu'on peut le faire, c'est qu'on l'a fait. Des ingénieurs de Google et des chercheurs de la Boston University, en 2017, ils ont publié un paper qui a été lauréé, ils ont gagné des prix. Ils ont pris un dataset de 120 000 images des cancers, 120 000 images des pas cancers. On passait dans un algorithme et machine learning. Finalement, ils sont un classificateur capable de dire pointe vers ton image et dit c'est cancer, c'est pas cancer. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ça? Je ne sais absolument rien. Je ne sais pas si ça a été publié, commercialisé, si c'était donné aux déontologues, mais en tout cas, je sais que c'était un projet très, très connu en 2017 qui a abouti à des choses. Et quand il est testé, ça battait même les panels des dermatologues, des experts. Parce que justement, c'est beaucoup d'images. Du coup, ça peut capter les nuances entre un cancer et un pas cancer. Alors, est-ce que ça remplace les dermatologues? Mais pas du tout. Par contre, c'est un outil qui peut lui permettre potentiellement de se poser des questions, de regarder avoir un deuxième avis, revoir les patients sur lesquels potentiellement il est allé trop vite, etc. Du coup, voilà. Si vous comprenez que ça marche avec des pommes, vous comprenez que ça marche avec des cancers, vous comprenez que ça marche dans tous les autres domaines. On peut dire, est-ce qu'un bouchon, il est conforme ou est-ce qu'il est défectueux? Et du coup, c'est ce qu'ils font les lignes de production. Aujourd'hui, beaucoup plus d'usines sont en train d'automatiser l'inspection visuelle. C'est un travail qui s'est fait jusqu'à maintenant de façon visuelle, de dire tel produit, il est défectueux, tel produit, il est bien. Et aujourd'hui, on les fait de plus en plus avec des modèles de machine learning qui doivent être entraînés pour dire ça, c'est un bon produit, ça, c'est un mauvais produit, au service de la manufacture. Mais on peut les faire avec plusieurs classes. Je vous ai montré qu'on peut faire pommes, bananes, cerises, fraises. On n'est pas limité à la classification qu'on appelle binaire. On peut faire de la classification multivariable.
Du coup, on peut se dire un produit, un concombre, est-ce qu'il est qualité export, premium, standard, ou même 9 types de catégories. C'est ce qui a fait un japonais qui s'appelle Makoto Koike. C'est un cas qui est très documenté. Je vous invite à chercher sur Google Makoto Koike, classification concombre. Et lui, il a documenté son processus. Il est allé, parce qu'il travaillait avec la ferme familiale avec ses parents des concombres. Il est allé faire une collecte de 7000 images des concombres avec son téléphone portable. Il a mis à 9 catégories. Et une fois qu'il a entraîné un modèle de classification, il était capable, la machine tout seul, était capable de dire ça c'est double L, ça c'est double S, ça c'est BL, BM, je ne sais pas ce que ça veut dire les catégories, mais du coup, il était capable de trier. Et ça, plus une petite bande transporteuse avec une robotique qui les pousse dans les bons trucs, vous savez, une IA avec un robot qui vous fait de la classification des concombres. Du coup, tout ça, c'est très intéressant. Et vous comprenez qu'on peut faire de la classification d'images. Alors maintenant, les vidéos, c'est juste une séquence d'images. Je vais vous ouvrir les chakras. Je veux que vous compreniez qu'une vidéo, c'est juste une série d'images. Si on peut les faire avec une image, on peut les faire avec plusieurs images en même temps. Et là, vous avez des classificateurs des flux des vidéos qui peuvent être pour plein de choses. Déjà pour les déchets. Ce que vous avez à l'écran, les machines de plus en plus automatiques pour dire ça c'est un plastique, ça c'est un verre, ça c'est carton, ça c'est organique, et on le met dans les bons poubelles. Du coup, les tri des déchets, c'est une tâche qui est assez ingrate. Du coup, c'est très très bien d'automatiser ce type de choses. Il y aura peut-être moins d'accidents, moins de choses. Et du coup, ce type de tâches, on l'automatise de plus en plus. La classification des vidéos, dans des flux de vidéos. Parce qu'on peut le faire avec des images, on peut le faire dans des flux de vidéos. Si on le fait avec des vidéos, on peut le faire aussi avec des postures. Mais alors là, pour ceux et celles qui font du yoga, vous comprenez qu'en fait, on peut faire la classification des postures dans un flux vidéo pour dire est-ce que vous êtes dans la posture Bhadrasana, Vajrasana, Vrukshasana. Vous allez me pardonner, je ne connais pas vraiment les bons noms. Mais les IA, si vous dites, il y a une IA qui est capable de savoir si vous êtes en train de bien faire la pose en yoga ou pas, bah, ça vient de là. C'est une pure classification d'image. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image? Une image, c'est ni plus ni moins qu'une collection de pixels. On a parlé de ça. En fait, un ordinateur, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une image. Il sait juste allumer ou éteindre un pixel. Là, ce que vous voyez, c'est des pixels en noir et blanc. Et c'est juste l'ordinateur, il sait qu'il va les allumer, il ne va pas les allumer. Si on veut dire, on peut le faire aussi avec des intensités. Une certaine intensité, ça fait des tons des gris. Et on peut le faire même en 3 canaux, les rouges, les verts, les bleus. C'est-à-dire qu'une image en couleur, c'est juste une collection de pixels rouge, vert, bleu. Du coup, si vous voyez vraiment, si vous faites zoom à votre écran, chaque pixel, c'est 3 LED, les rouges, les verts, les bleus. Les écrans modernes, ce sont des merveilles technologiques. On met des millions de pixels dans un petit écran. Et ces petits écrans, tout ce qu'il va savoir, c'est s'allumer ou ce n'est pas s'allumer. Et en fonction, et les faire rapidement, même à des fréquences de 120 frames par seconde pour certains écrans. Du coup, on va allumer ou ne pas allumer un certain nombre de pixels. Bah, l'IA, tout ce qu'il va faire, c'est trouver les corrélations entre ces pixels pour pouvoir montrer à l'écran. Ce qui est montré à l'écran, c'est une pomme, ce n'est pas une pomme, c'est une banane, ce n'est pas une banane, etc., etc. Mais si vous avez compris que ça, c'est une image, je vais encore ouvrir les chakras. Qu'est-ce qu'un son? Un son, c'est une instruction pour que votre enceinte de votre ordinateur, il vibre en certaines fréquences. Du coup, c'est ce qu'on appelle une donnée non structurée. Si vous pouvez les faire avec des images, vous pouvez les faire avec des sons. Et du coup, quand vous les faites avec des sons, vous pouvez faire de la classification des sons, par exemple, pour déclencher des assistants. Aujourd'hui, les assistants virtuels, les Google, les Alexa et tout ça, ça se déclenche avec une phrase. Si je dis « OK Google », il sait que je suis en train de lui parler. Du coup, il y a un algorithme de machine learning derrière qui a été entraîné pour vous écouter toute la journée. Ce n'est pas pour vous enregistrer, c'est juste pour savoir si vous êtes en train de vous adresser à lui ou pas. Est-ce que c'est du bruit de fond ou est-ce que c'est la phrase déclencheuse? Et si c'est la phrase déclencheuse, je m'allume et je mets en mode activement, essayez de comprendre qu'est-ce que vous voulez de moi. Donc, en fait, les 500, c'est un petit robot qui est en train d'écouter tout le temps, que vous lui dites la phrase qui va les déclencher. Et c'est comme ça qu'on entraîne ces assistants à se déclencher et répondre à nos messages. Mais les textes, c'est aussi une donnée qu'on appelle non structurée. Je vais me repencher sur ce que c'est que les données non structurées tout à l'heure. Mais les textes, c'est pareil. Et du coup, si on peut le faire, la classification des sons, des images, on peut faire avec des textes. C'est ce qu'ils font les emails. Les emails, ils classifient spam par spam. Alors, c'est exactement le même principe.
les ingénieurs de Google, ils se sont donné la peine de collecter 1 million de spam, 1 million de pas spam, et demander à la machine de trouver les corrélations entre les mots, entre les phrases, la façon dont ça a été formulé. Et on s'en fout de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un spam ou qu'est-ce que c'est pas un spam. Tant que la machine elle est capable de faire la différence, ça part dans les spams, ça part dans les pas spams. Et c'est pour ça aussi, comprenez qu'un logiciel de machine learning, il aura toujours de l'erreur. C'est pour ça que de temps en temps, c'est une bonne pratique d'aller regarder les filtres spam. Parce que de temps en temps, il y a un email qui part dans les spams, qui ne devait pas partir dans les spams. Ça vous arrive à tous. C'est parce que ça c'est passé dans les filets. Et ça va toujours passer dans les filets. Le machine learning, par conception, il a une erreur. Je vais mettre cette slide parce que j'ai envie de vous expliquer déjà qu'il y a deux types de données. Il y a la donnée structurée, il y a la donnée non structurée. La donnée non structurée, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ce sont les images. Tous les domaines du machine learning qui s'intéressent aux images, ça s'appelle la computer vision. Un ingénieur en computer vision, c'est quelqu'un qui est spécialisé à faire des logiciels de classification, de génération, d'analyse d'images. Tous les domaines qui s'intéressent au son, ça s'appelle les traitements du signal. Du coup, les domaines du machine learning qui s'intéressent au son, aux fréquences, à la voix, c'est les traitements du signal. Et tous les domaines de l'IA, qui est très en vogue aujourd'hui grâce à ChatGPT et aux autres, qui s'intéressent au texte, c'est les traitements du langage naturel. Mais ça, c'est juste une partie, une dimension de la donnée. La donnée, elle n'est pas seulement non structurée, la donnée, elle est surtout structurée. Aujourd'hui, quand on vous parle des données, on ne pense pas aux images, on pense surtout des données structurées, des Excel, des SQL. Et là, on peut aussi faire beaucoup de choses depuis longtemps. La régression, la classification, les systèmes de recommandation, les clustering, et j'en passe. Il y a beaucoup de techniques de machine learning qu'on peut faire avec de la donnée structurée. Grosso modo, les machine learning, je vous ai expliqué, ce sont les logiciels qui ont besoin des données pour être conçus. Maintenant, la donnée, elle peut être de type non structuré, elle peut être de façon structurée. Et si je vais mettre un mot pour l'intelligence artificielle, c'est un concept, c'est très. Chacun a sa définition d'intelligence artificielle. On a dédié un webinaire à ça. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Moi, j'ai envie de dire, ce sont des logiciels qui imitent l'intelligence, point barre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ça, c'est à débattre. Alors, si vous avez compris qu'on peut faire du machine learning avec de la donnée structurée qui est donnée structurée d'Excel, bah, vous pouvez utiliser les machine learning, les techniques de machine learning pour calculer, par exemple, les risques de panne de machine. C'est-à-dire, telle machine, elle va tomber en panne ou pas. C'est du prédictif. Là, on parle du calcul prédictif. Normalement, c'est ce qu'on appelle de la régression ou de la classification. Et on peut faire ces techniques de machine learning avec de la donnée structurée. On peut l'utiliser pour faire des transactions bancaires et juger si une transaction elle est frauduleuse ou légitime. C'est quelque chose qu'on peut faire. Les banques, elles utilisent ça. Elles mettent en place des logiciels et chaque transaction, elle passe par un petit logiciel de machine learning pour dire est-ce que c'est frauduleux, est-ce que c'est légitime. Et dès que ça détecte que potentiellement c'est frauduleux, ça vous bloque la carte. Et du coup, ça vous contacte. Des fois, ils font des erreurs aussi. Vous êtes parti en vacances et vous êtes parti en vacances parce que vous savez utiliser votre carte à l'étranger. Potentiellement, ça peut penser que c'est frauduleux et du coup, un algorithme de machine learning, ça peut vous bloquer la carte. Ça peut arriver aussi. Vos préférences, elles peuvent être aussi mises au service de vos goûts. C'est-à-dire que si vous mettez une photo d'une personne et je vous demande est-ce que la personne elle est belle ou elle est moche, évidemment, chacun il a sa perception. La beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Ce que je trouve beau ou moche, ça dépend de moi. Alors, les sociétés qui ont compris ça, comme Tinder, elles font fortune. Parce que c'est pas, je te montre qui est beau et qui est moche pour un standard global, c'est te montre qui est beau et qui est moche par rapport à toi. Et pourquoi je sais? Parce que tu utilises l'application. Qu'est-ce que Tinder? Tinder, c'est surtout une application très UX des malades. Ils sont arrivés à faire la collecte des données amusante. C'est de la gamification. Vous passez les doigts et vous dites, cette personne me plaît, cette personne ne me plaît pas, cette personne me plaît, cette personne ne me plaît pas. Et plus vous utilisez, plus vous êtes en train de donner vos informations, votre data, aux ingénieurs derrière, pour qu'on voit toutes les semaines, tous les soirs, je ne sais pas à quelle fréquence, ils fassent de l'apprentissage continu pour vous et qu'ils mettent à jour les logiciels. Et du coup, plus vous utilisez Tinder, plus il sait qu'est-ce qui vous plaît. Et finalement, il vous connaît mieux que vous-même. C'est ça les machine learning. Et c'est ça les machine learning avec vos préférences. Les préférences, elles peuvent être utilisées par rapport au film. Quel film pourrait vous plaire? Quelle musique pourrait vous plaire, vous séduire? Quel produit vous pourriez acheter? C'est ce qui fait Amazon. Là, on ne parlait pas de classification, on parlait d'un autre algorithme qui s'appelle les systèmes de recommandation. C'est tout simplement des calculs mathématiques, des distances vectorielles
qui sont capables de reconnaître en fonction de tous les produits que vous avez achetés, que vous avez regardés, que vous avez visionnés, que vous avez mis dans les paniers et enlevés. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de dire, parce que vous avez acheté une jupe, ils vous proposent les chaussures qui vont avec. Parce que vous avez acheté tel jeu vidéo, ils proposent d'autres jeux vidéo, d'autres accessoires qui vont avec. Et normalement, les recommandations elles sont assez pertinentes. Les agents conversationnels de nos jours, du coup, qui ne connaît pas ChatGPT, qui ne connaît pas Perplexity, Claude et compagnie. Mais tous ces agents conversationnels, il ne faut pas oublier, ça vient d'une prédiction. L'ancêtre de ces agents conversationnels, c'est les prédicteurs de votre téléphone portable. C'est le même type d'algorithme qui est capable de prédire quel est le mot d'après. En fait, les gens s'oublient, mais il n'y a pas vraiment une intelligence humaine derrière un ChatGPT. C'est juste une prédiction de quel est le mot qui fait du sens pour la suite. Le ChatGPT, là où ils sont eu un génie, c'est faire ça à une échelle planétaire de big data. Ce sont des logiciels d'autocomplete entraînés sur des volumes de données massifs dont j'imagine qu'il y a tous les Wikipédia, toutes les recettes des marmitons, tous les trucs des codes, tous les forums de développement, etc., etc. Après, il y a une partie qu'on appelle des systèmes de ranking des réponses aussi pour faire des réponses qui plaisent aux gens. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, les agents conversationnels, c'est du machine learning. Et plus vous utilisez, plus les ingénieurs derrière, ils sont de la matière pour améliorer ces logiciels. La génération d'images. Du coup, si vous avez entendu parler, on peut faire des images avec des liens. La génération d'images, pareil, ça part d'un principe, on va commencer à générer, en fait, on va entraîner des modèles des modèles de machine learning capables de générer du contenu et en partant du bruit, on va arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose. La plupart des logiciels de génération d'images, ils sont deux algorithmes qui s'appellent les réseaux antagonistes génératifs. C'est un peu un forgeron qui essaye de tromper, de faire des faux, et un flic qui essaye de dire, du coup, c'est vraiment un qui essaye de tromper, un qui essaye de fliquer. Et en fait, c'est les deux, c'est pour ça que ça s'appelle antagoniste, les deux, ils s'auto-améliorent. Du coup, ce sont des logiciels qui sont très malins, les GANs en anglais, Generative Adversarial Networks, les réseaux antagonistes génératifs, qui sont capables de s'améliorer au fur et à mesure et partir du bruit et faire des images. Mais si on peut le faire avec des images, on peut le faire avec des vidéos. On a vu qu'en fait, la vidéo n'est ni plus ni moins qu'une séquence d'images. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces images elles fassent du sens ensemble, qu'elles se suivent. Et du coup, si on peut le faire avec une image, on peut le faire avec des vidéos. Et du coup, la génération des vidéos, à partir d'un prompt, à partir de quelque chose, générer une image, c'est quelque chose d'extrêmement malin, c'est une avancée technologique, mais c'est tout du machine learning. C'est ni plus ni moins que du machine learning. Alors, les idées clés à retenir de ces webinaires. Le machine learning, c'est une technique utilisée par les ingénieurs pour concevoir des logiciels à partir des données. Alors, là, j'ai mal mis, je vais mettre utilisé. Du coup, voilà. Les machine learning, c'est une technique utilisée par les ingénieurs pour concevoir des logiciels à partir des données. Deuxième, pour entraîner un modèle de machine learning, les ingénieurs ont besoin des données d'entraînement et des données de test. Les données un modèle de machine learning va toujours avoir de l'erreur. Par contre, la qualité du modèle de machine learning dépend de la qualité des données d'entraînement. Et les données de test vont permettre de calculer l'erreur et de juger sa qualité. Et enfin, la dernière chose, les machines ne s'apprennent pas seules. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage continu. C'est une technique pour améliorer les modèles de machine learning en récoltant et en utilisant des données. Une fois, c'est lui en production. C'est un peu les points clés à retenir. Je vais rajouter un dernier. Il y a deux types de données, la donnée structurée et la donnée non structurée. Structurée, c'est tout ce qui est en Excel, ou SQL, tout ce qui a des colonnes et des fils. Non structurée, c'est tout ce qui est images, texte, vidéo et compagnie. C'est un peu les idées clés à retenir. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, vous êtes tout en tant qu'organisateur de la réunion. Vous pouvez allumer au microphone ou vous pouvez poser la question par les chats. Alix, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes ma cobaye parce que vous êtes la seule avec la caméra. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que c'est clair pour vous? C'était beaucoup d'informations, donc je suis en train de regarder mes notes pour voir si j'ai des questions. En fait. En tout cas, celle-là, elle va être disponible en replay. C'est-à-dire qu'il y aura un replay de ça. Et vous pouvez la regarder, la révisionner avec du calme, parce que je sais que là, je vous ai pas d'informations. Et là, ce que vous venez de voir, c'est les fruits aussi de 7 ans d'expliquer aux gens ce que c'est que les machine learning de façon la plus facile possible. Là, et que ça passe avec des exemples. Je pense que j'espère que c'est clair, en tout cas. Oui, ça l'est. C'est beaucoup d'infos, mais c'est très clair. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? C'est les moments.
Vous êtes devant avec un ingénieur en IA, en machine learning, du coup, vous pouvez poser toutes les questions que vous pouvez, si vous avez des questions. En fait, par exemple, quand ça prend les données pour entraîner les modèles, donc vous disiez c'est une fois par semaine, et en gros, ça se rajoute à ce qui existe déjà. C'est un nouveau modèle qui va s'entraîner. C'est un nouveau modèle qui va s'entraîner. D'accord, donc on lui redonne ce qu'on lui avait donné avant, plus ce qu'il y a de nouveau. On peut lui donner ce qu'on avait déjà, plus de nouvelles données, ou on peut faire les tri, on peut voir qu'est-ce qu'on rajoute. En fait, il y a des décisions humaines à prendre. Comment est-ce qu'on améliore les données? On a maintenant plus de données. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un modèle V2. Alors, ce n'est pas parce que c'est V2 que c'est meilleur que les V1. Mais c'est pour ça que là, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez ChatGPT, c'est un peu confus. Il y a ChatGPT 4, 4.1, O1, O1 mini. Et en fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils font des améliorations, ils donnent des noms. Alors, c'est un peu le problème des OpenAI, c'est que ça devient un peu confusing. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est que les différences entre les uns et les autres. Mais c'est juste des nouveaux modèles, différents modèles. Alors, ce n'est pas forcément qu'un est meilleur que les autres. Ils sont différents. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut, si moi j'étais ChatGPT, j'aurais un seul modèle. J'aurais un seul modèle et je garde les meilleurs et je vais les laisser les seuls. Mais voilà, c'est une façon de faire. Alors, juste pour que vous voyez, moi je pense avec Olga que l'IA ne va pas voler votre travail. Je pense que vraiment l'IA, il y a beaucoup de peurs et c'est absolument normal. On est tous peur de ce que l'IA va voler mon travail. Moi, je pense que l'IA ne va pas voler votre travail, mais par contre, quelqu'un qui parle IA mieux que vous, probablement le fera. Alors maintenant, je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que parler IA? Parler IA, ce n'est pas prompter. C'est pas savoir prompter. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que ça ne sert à rien de prompter. Parce que c'est controversiel, mais si vous ne me croyez pas, faites un prompt et faites-les 2 fois. Sur ChatGPT, vous allez voir que vous obtenez 2 résultats différents, les mêmes prompts. Du coup, ChatGPT, ce qui est important, c'est savoir qui a l'erreur. Pour moi, ça fait partie de parler IA. Parler IA, c'est savoir qu'il y a qu'est-ce que c'est que les machine learning? Quelle IA aura toujours de l'erreur? Pourquoi il y a cette erreur? Quelle IA, c'est qu'un outil. Du coup, pour moi, tout ça, toute cette connaissance, pour moi, c'est ça pour moi et Olga, c'est ça ce qu'on considère que c'est parler IA. Du coup, voilà. Nous, on pense que parler IA, c'est essentiel. L'intelligence artificielle, maintenant, on a une approche. C'est une approche de faire des formations pédagogiques. Donc, on propose tout un catalogue de formations qui sont très pratiques. C'est-à-dire que là, vous êtes un webinaire, du coup, vous m'écoutez. Mais les formations, c'est vous faites des choses et vous découvrez en faisant. Nos formations ne sont pas des vidéos, c'est vraiment une formation en présentiel ou distanciel, mais toujours avec un formateur. Et c'est des groupes de maximum 10 personnes. C'est-à-dire ce n'est pas des formations comme Open Classroom dans lesquelles vous faites avec un robot. Ce n'est pas non plus des formations. C'est des formations dans lesquelles il y a maximum 10 personnes. Comme ça, on a le temps de prendre les questions de chacun. On a le temps d'interroger. On a le temps d'aller aussi en dehors de la formation. Les gens peuvent avoir des questions qui sont connexes. Et c'est plein d'exercices. Du coup, c'est notre modèle, notre méthode. Et une méthodologie innovante et unique, basée sur la pratique, les formations conçues et livrées par les experts, un accès aux formateurs avant, après, pendant et après la formation. D'ailleurs, maintenant que vous me connaissez, moi et Olga, vous avez nos coordonnées. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des IA. Et comme des humains, on vous propose, si vous avez des questions, contactez-nous. On a mis en place aussi un système de prise de rendez-vous sur le site web mlab.ai rubrique contact. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec nous. Et du coup, prenez des rendez-vous pour n'importe quoi. Là, tout à l'heure, il y a une personne, j'étais en call, je suis arrivé légèrement en retard parce qu'il y avait un étudiant qui avait des questions pour son sujet de thèse. Moi, ça me fait plaisir de l'aider avec sa thèse si j'ai le temps et qu'il prend rendez-vous suffisamment en avance. Du coup, utilisez ces systèmes. Nous, avec Olga, on a l'ambition de donner un peu la voix humaine à l'IA. C'est-à-dire qu'on a plein de questions sur l'IA, mais on n'ose pas se les poser. Et il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, ce n'est pas de poser les questions. Alors, il y a Caroline qui pose la question, est-ce que les formations sont ambitieuses? Alors, les formations qu'on vend à travers les catalogues sont souvent ambitieuses, parce que comme ça, on peut les proposer à des gens qui sont dans des villes différentes. Maintenant, en entreprise, on fait des formations en distanciel. Du coup, on fait les formations en distanciel, mais on peut aussi faire pour des entreprises qui sont ambitieuses, on les fait en visio. En fait, on fait visio et distanciel, on fait les deux, et ça dépend du format. Groupe maximum de 10, et nous sommes passionnés, vous avez compris, par notre méthodologie. Je vous laisse, mais si vous allez sur le site mlab.ai, vous avez les formations avec les tarifs pour les grands publics. Ce sont des formations qui sont accessibles, en ligne, il y a un catalogue, il y a des dates, et si jamais il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez y aller. Alors, nous, notre méthode et tout ce qu'on est en train de faire, on a commencé bien avant ChatGPT, bien avant tous ces trucs, donc on est un peu les précurseurs.
On enseigne l'IA depuis bientôt 8 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été un peu repris dans les journaux, on est passé à la télé. On avait les paris que l'IA, ça intéressait tout le monde. Et les gens nous prenaient pour des fous. Et maintenant qu'il y a ChatGPT, tous ces trucs-là, oui, on comprend que l'IA s'intéresse, mais vraiment tout le monde. Et nous, on était les premiers à le dire. L'IA, c'est pas que pour les ingénieurs, c'est pas que pour les data scientists, c'est pas que pour ces gens-là. L'IA, les machine learning, la data, ce sont des sujets passionnants et c'est pour tout le monde. Et du coup, nous, on va beaucoup plus loin dans ces domaines. Aussi, un détail à faire, c'est que les machine learning, on l'enseigne et la plupart des formations sont conçues et vous pouvez participer même si vous n'avez pas des connaissances en développement logiciel. Je ne suis pas ingénieur, je ne vais pas faire de logiciel, c'est pas grave. La plupart des formations, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Alors maintenant, on a aussi des formations pour enseigner les bases de code. Et on a des formations, si on a des bases de code, on peut aller très très loin dans ce qu'on peut faire sans les outils no-code. Mais voilà. Alors, si vous voulez commencer à parler mieux IA, vous pouvez, déjà, ce que vous avez fait aujourd'hui, participer à ces webinaires, c'est déjà un premier pas. Si vous êtes en train de les visionner en replay, c'est un bon premier pas. Vous avez pris la première décision, c'est que vous vous êtes intéressé au sujet, c'est déjà bien. Alors maintenant, les conseils, c'est formez-vous. Alors que ce soit avec nous ou que ce soit en externe, ou que ce soit par vous-même, mais continuez à vous intéresser au sujet. Plus on apprend d'un sujet, plus on se rend compte que finalement, on ne connaît pas ces sujets-là. Du coup, on a votre formation et surtout, si vous voulez prendre rendez-vous et parler avec quelqu'un, on est disponible, ça ne coûte rien, c'est gratuit jusqu'à maintenant, c'est confidentiel et surtout, on ne va pas vous juger, il n'y a pas des questions idiotes. Ce qui est idiot, ce n'est pas poser des questions. Du coup, si vous nous contactez, c'est 3 promesses. La première, c'est gratuit, même si évidemment pour nous, c'est une démarche pour nous faire connaître et pour faire du networking, mais on ne va pas demander rien de vous, même si c'est pour une thèse d'un étudiant, on prend les questions. Il n'y a pas de souci. Si on peut vous aider, tant mieux. 2, c'est confidentiel. On ne va pas partager ce que vous avez dit avec d'autres personnes en dehors de notre call. Et 3, on ne va jamais se moquer de vous. On va faire comme ChatGPT, on ne se moque pas de vous. On est là pour vous écouter. Il n'y a pas de questions idiotes. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Si on peut revenir au sujet, oui, effectivement, moi je me demandais, quand vous dites qu'une fois qu'il a reçu, disons, chaque semaine tout un tas de données, comment ils font en fait pour savoir si c'est des mauvaises données, par exemple des gens qui décident d'entrer président Poutine, c'est la France, par exemple. Comment ils font en fait? Alors, ça dépend du modèle, ça dépend du modèle, ça dépend de la quantité de données. Ah, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire si je fais un classificateur des fruits, je peux faire rapidement en regardant les photos, je peux faire une inspection visuelle rapide en passant mon œil sur les trucs. Maintenant, si vous êtes une société à la taille de ChatGPT, de OpenAI, et que vous voulez améliorer les modèles, vous avez des millions de conversations toutes les heures, et vous n'avez pas forcément capacité de trier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est… Du coup, potentiellement, il vous faut aussi des logiciels pour détecter qu'est-ce qui est fake, ou qu'est-ce qui est mauvais, ou qu'est-ce qui est malveillant, avant même d'injecter les trucs. Du coup, il n'y a pas une seule technique. Maintenant, on rentre dans les cœurs de ce qu'ils font, ce qu'on appelle les data scientists ou les ingénieurs machine learning. C'est justement se poser des questions. On a plein de données. Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Il n'y a pas une réponse unique. Quand c'est du texte, on fait une façon. Quand c'est de l'audio, on fait une autre façon. Quand c'est des images, on fait autrement. Il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas une réponse unique parce qu'il n'y a pas un logiciel unique. Et surtout que plus ça évolue, plus ça change. Maintenant, par contre, on a besoin, on ne peut pas laisser une machine s'entraîner toute seule sans supervision humaine. Ce n'est pas parce qu'elle va se connecter et développer une conscience ou elle va tuer la planète, mais c'est surtout parce que moi, j'ai un produit commercial et je n'ai pas envie que les concurrents viennent les polluer ou que les gens viennent les contaminer. C'est surtout ça. Du coup, si on ne laisse pas l'apprentissage continu 100% seul, une machine apprend toute seule avec toutes les données qu'on lui donne, ce n'est pas forcément par peur qu'elle développe une conscience, ça c'est vraiment de la science-fiction, c'est surtout par peur que les concurrents viennent ou que des fausses informations, des attaques, ils viennent nous polluer notre logiciel à nous. Alors, oui, par exemple, il y a aussi une analyse des données. J'ai fait l'exemple tout à l'heure des OK Google. Alors, les mecs des Google, il y a mon téléphone qui s'est déclenché. Alors, les ingénieurs qui ont fait ces logiciels, ils savaient imaginer une centaine de choses que les gens allaient demander. Ils se sont dit, peut-être que les gens vont demander la météo, baisser les rideaux, ils vont demander ci, ils vont demander l'heure, ils vont demander ça. Et en fait, finalement, quand les produits étaient dans la nature, et en analysant les réponses, ils se sont rendus compte que, je ne sais pas, 5 ou 6 réponses sur 10, 5 ou 6 questions sur 10, les gens voulaient des blagues. Du coup, là, on questionne en design, c'est pose, est-ce qu'on répond et on fait des blagues,
ou est-ce qu'on dit non, je ne suis pas programmé pour faire ça? Du coup, au bout d'un moment, ils se sont dit ok, on va raconter des blagues, pourquoi pas? Et du coup, bon, bah, on va rajouter des blagues, on va rajouter une base de données, et du coup, on a fait ce qu'on appelle une action, on a inventé une nouvelle façon de faire, et on répond avec des blagues. Et ça, c'est une décision, c'est en voyant comment l'utilisateur il interagit avec mon produit, et j'ai fait ça. C'est-à-dire que ces logiciels, c'est pas que quand vous faites un logiciel de machine learning, c'est comme un site web, c'est pas one shot et c'est fini. C'est un truc qui s'améliore tous les temps. Mais par contre, derrière, il faut qu'il y ait des humains qui les comprennent. Il y a des humains qui se posent des questions, qu'est-ce que nous, on a envie de faire, comment on a envie de l'améliorer, est-ce qu'on a envie de faire des blagues ou pas? Et c'est en faisant ça, avec ces feedbacks, qu'on améliore les logiciels. Est-ce que c'est clair? Merci. Ça marche. Du coup, je pense qu'on va clôturer les formations, les webinaires. Vous allez les recevoir par email, puisque vous vous êtes connecté. Vous allez les recevoir par email d'ici demain, le temps que ça se génère la vidéo, vous envoyez les liens. Et puis, encore une fois, on vous envoie nos coordonnées. N'hésitez pas, si vous avez peur, si vous avez envie des questions, si vous avez pour votre entreprise, pour votre curiosité, ou si vous êtes professionnel, que vous voulez lancer dans ces domaines, peu importe, il n'y a pas de mauvaises. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, prenez rendez-vous avec nous pour parler IA et ça nous prend plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Olga. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup pour merci Camille, merci pour votre participation. Comme disait Camille, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous via notre site web. Et de toute façon, je vais vous envoyer toutes les informations, y compris ce replay de ce webinaire demain matin. Merci encore et bon appétit et bonne journée à vous.